né à Tunis le 14 septembre 1923, au 5 rue El Gariani. Mon père était tailleur, 64 rue des Glacières. Ma mère, femme au foyer. Mon père, tailleur, il avait une belle clientèle. Les représentants venaient lui présenter les marques et tout. Mais je pense qu'il pensait un peu trop aux femmes qu'à la famille. Il y avait un quartier des femmes réservé, dont il était le tailleur. Alors c'était un défilé des femmes là-bas, bon, avant d'aller à la visite, parce qu'il passait une visite toutes les semaines. Et leur Jules les laissait chez mon père pour prendre les mesures, leur faire des tailleurs, et c'est comme ça. Et lui, c'était bon, les femmes, les bistrots. Il n'a pas perdu son temps. Et ma mère, toujours en principe, au nid. Mon père, de souche tunisienne. Et ma mère, de souche italienne, parce que à l'époque, la colonie tunisienne, la colonie juive de Tunisie, était composée d'Italiens. Ma famille, en principe d'origine, si vous voulez, du côté de mon père ou de ma mère, avait des biens. Mais on était les seuls fauchés. Je me rappelle, en hiver, avec des chaussures dans les semelles baillées, on les portait au cordonnier. Un jour, il m'a dit, tu diras à ton père que tes chaussures, là, je vais les jeter parce qu'il n'y a plus rien à faire. J'avais un grand-père, je pensais, enfin, je crois qu'il était muet, je crois, hein, parce qu'il ne m'a jamais adressé la parole. Un jour, il m'a mis la main sur la tête. Le grand-père paternel était plutôt religieux et mon grand-père maternel, c'est un laïc, il était marbrier, c'est un gars du bâtiment, un costaud. J'avais deux tantes. Donc, en principe, une qui était un fou follet, qui s'occupait de tout, et l'autre qui était tout le temps, en principe, au lit. Moi, j'ai fait ma maternelle à l'asile Giuseppe Garibaldi. Et on chantait tous les matins la Giovinezza. Et il y avait donc la photo du Duce, il fallait signer le matin. Mais ça a duré juste la prime enfance. Après, j'ai fait une école française. J'étais à l'école française, on ne parlait que le français. À la maison aussi. Mais l'arabe, lors des contacts avec les marchands arabes, on était obligé de parler en arabe aussi. Mais à la maison, typiquement français, il n'y a pas de problème. J'ai passé ma scolarité à l'école de la rue des Glacières, impeccable, avec naturellement en principe une certaine désaffection en fin de compte, parce que j'ai bien travaillé, j'étais toujours dans les premiers, je voulais continuer. Mon certificat d'études à 13 ans, puis mon père me balançait, tiens, j'ai un copain, tu vas garder le bureau ou le magasin ou l'atelier. Mais ça, c'était... Je n'ai rien à foutre de tout ça, c'était pas... Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais ce que je ne voulais pas faire. Mon but, c'était d'être soit chirurgien, parce que ma mère était bien malade, et je suis arrivé même à lui faire des piqûres, parce qu'on n'avait plus d'argent, ou alors avocat, pour défendre la veuve et l'orphelin. De tout ça,
Niet. J'ai continué à apprendre, à suivre, comme autodidacte. J'ai rien laissé passer, la science, la médecine, tout. À cet âge-là, je lisais 3, 4 quotidiens. Comment? On n'a pas les moyens. Seulement les marchands de journaux, là-bas, vous prenez le journal, les 3, 4 ou 5 journaux, et vous payez une dîme comme ça, et vous les remettez aux marchands de journaux. C'est pour ça que je lisais d'abord en principe l'humanité, parce que quand j'étais jeune, j'étais un petit peu enrôlé comme jeunesse communiste. J'ai pas manqué de lecture et de savoir. J'avais que ça. Parce qu'il fallait que je sois au courant de tous les événements mondiaux même. Ma mère m'a dit, tailleur, jamais. Jamais. Alors j'ai fait les mille et un petits métiers qui n'étaient pas mon but. Il s'est marié la première fois, il a eu donc mon frère et une sœur. Un frère qui a habité pas mal de temps avec nous, mais une sœur que j'ai rarement connue, mais auquel j'ai assisté au mariage. C'est loin d'être un roman d'amour, hein. Non, c'est un mariage de raison. Mon frère, mon père a exigé qu'il soit avec nous, et la fille est allée avec la belle-sœur. La belle-sœur qui devait aller, en principe, qui devait avoir des visées, parce qu'elle était constamment chez mon père. Naturellement, il faut l'habiller, voilà, et dans le mystère le plus total, ma mère n'était pas. Mais quand elle l'a su, ça ne lui plaisait pas tellement. C'était vraiment des scènes de ménage à ce sujet terrible. Mon père, non, je ne peux pas dire que je l'ai regretté, honnêtement. C'est-à-dire qu'il a vécu en père de cette époque-là. Cette époque-là, faire des enfants, et puis c'est tout. Hein. Sans se casser le cul, il nous a jamais fait de projet, toi tu vas être ceci, toi. Non. J'étais son aîné, moi, déjà. Hein. Ma mère, c'était un joyau. C'était, pour moi, vraiment le nec plus ultra des mamans. Tous les matins, elle se levait pour nous préparer le petit déjeuner, pour assister à notre toilette, laver les dents, et tout ce qu'il fallait. J'étais d'abord en principe le roi parce que j'étais l'aîné, et elle m'a un amour fou. On n'avait rien pendant la guerre. On a même manqué de pain. Tous les matins, en pleine nuit, elle se levait pour aller nous acheter des beignets afin de pouvoir manger quelque chose. Son état, elle avait eu un jour un furocle. Ça a très mal tourné. Et j'ai pris l'avion d'ici parce que je savais. Je suis arrivé, mais c'était trop tard, elle était déjà là. Alors on recevait du courrier par l'intermédiaire d'un parent en France. Et là-bas, on le recevait. Un jour, on a eu un courrier, parce que là-bas, l'armée israélienne, il y avait la censure. Mon frangin était en train de nettoyer sa mitraillette, et avec son supérieur, un coup est parti, et le gars est mort. Ma mère, elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis très longtemps pour savoir ce qui s'était vraiment passé. Ils ont fait passer ça pour un règlement de compte.
Mon père, c'est-à-dire, il tenait à la religion. Ma mère, il m'a mis dans une école religieuse. Mais moi, ça ne me plaisait pas du tout. Je n'y allais jamais. Bien que j'ai fait ma première communion selon le rite juif. Tous les matins, la prière, à midi, la prière, le soir, la prière. Bon, quand mon père n'est pas là, on mangeait en principe de la viande chevaline, parce qu'il fallait être en forme. À l'époque, c'était du jambon, tout. Les macaronis avec le parmesan et tout. Mais mon père n'était pas là. Ma mère nous laissait faire ce que vous voulez. À l'école religieuse, on vous apprenait toutes les prières qu'il fallait du matin. Et puis, en principe, il y avait les fêtes de Pâques, de Vachette, où il y avait des lectures assez spéciales. Moi, ça ne me disait rien du tout. Mon père, il tenait, mais jamais il a eu gain de cause. Jamais. Donc, à ce jour, je ne sais pas lire l'hébreu, je ne pratique pas, non. Tant que mes parents étaient là, je devais assister. Mais chez moi, jamais. Quand j'allais en principe à la synagogue pendant le Yom Kippour, qui était le je me mettais toujours en principe près de la sortie. Il suffisait qu'il se retourne, moi je faisais partie en principe d'un mouvement de jeunesse israélien, le MAPAM. C'était en pleine guerre là-bas. On s'organisait par ce mouvement, former des jeunes prêts au combat et pour les envoyer là-bas dans des kibbutz. De temps en temps, on convoquait des jeunes qui étaient déjà triés sur le volet et on leur fait passer un stage pendant 15 jours. C'était à Indram. Indram, on avait un copain qui était chef d'auberge là. Il nous a donné le local, mais il n'était pas au courant de ce que l'on faisait. Le soir, dans la journée, il y avait des entraînements de maquel, de commando, quoi, de commando. Le soir, on sortait faire des virées, comme si c'était en état de guerre, en quinconce, à droite, à gauche, à devant, pour les habituer au bruit des feuilles qui tombaient, à comparer au pas d'un homme. Quand ils partaient là-bas en Israël, ils étaient prêts au combat. Donc après ça, il y a eu l'occupation allemande. J'avais 17 ans. Et c'est là, en principe, j'ai été enrôlé comme STO, service de travail obligatoire. Un jour, un matin, il y avait une annonce, tous les jeunes gens de 17 à 50 ans se présentaient avec en principe une pelle ou une pioche. Nous voilà faire le rang, chacun avec une pelle ou une pioche. Et on s'est tapé de Tunis à la Marsa, 15 km à pied. Ils nous ont embarqués dans une école sans rien. Hein. Il fallait que nos parents, en principe, nous donnent à manger pendant 3 jours. On nous a donné des tenues marron avec l'étoile jaune. Et au fur et à mesure que tous les pays, ils ont envahi presque toute l'Europe, tous les juifs d'Europe ont passé porter c'était significatif. Et on changeait en principe de cap tous les jours. Il y avait des camions allemands qui nous transportaient d'un coin à l'autre, soi-disant en principe pour mettre au point des terrains d'atterrissage d'aviation. Et c'est vrai. Hein. Et on rentrait le soir. On ne pouvait rien. On ne pouvait qu'exécuter les ordres. Demain à telle heure, on va ici. C'était vraiment ridicule parce qu'on avait des pelles et des pioches, soi-disant, pour fabriquer un terrain d'atterrissage. On n'a jamais fait ça. C'était ce qu'on appelle le STO, le service de travail obligatoire.
L'Afrique du Nord se couvre de camps. Y sont expédiés des centaines de juifs déjà internés dans le sud de la France, ou démobilisés de l'armée française, ou encore expulsés de la Légion étrangère. Ils sont les esclaves du régime, lequel a de grands projets pour eux. Le transsaharien est entré en fonction. Projeté depuis plus de 50 ans, le Méditerranée-Niger n'est plus un mythe. Et l'on n'oubliera pas que c'est au milieu de circonstances dramatiques que le gouvernement du maréchal l'aura voulu et l'aura créé. Aujourd'hui perdu dans le désert, les traces de ce projet pharaonique inachevé témoignent encore des souffrances de ces prisonniers, victimes d'un encadrement farouchement antisémite. Les Américains ont débarqué en Algérie et avec les Anglais, et ils sont allés pour combattre les Allemands et les Italiens qui étaient en Tunisie. On a assisté donc en principe à des journées catastrophiques parce que les Allemands, tous les jours vers 11 h, il y avait les avions anglais et américains qui arrivaient, mais à un plafond haut. Les autres ne s'en sont pas toujours aperçus. Et après, c'était tous les jours, vers 11 h, le bombardement. Nous, on était obligés d'aller dans les tranchées. Et après le bombardement, on devait aller, en principe, déloger des bombes qui n'avaient pas explosé. Pendant cette période-là, on a assisté à un bombardement de l'aviation française qui connaissait l'aéroport, parce qu'ils étaient là-bas avant. Ça a été une catastrophe, des cadavres de partout. On a vu même des gens coupés par une mitraillette. Ça a duré, j'ai dit, pendant 9 mois. Et après 9 mois, donc, en principe, les troupes anglo-saxonnes ont déblayé, les ont rejetés à la mer. Et nous, à ce moment-là, on avait eu les Américains et les Anglais. Mais on était quand même des larbins avec les Anglais. Moi, j'ai eu la chance d'être avec les Américains et on a institué presque une espèce de marché noir à une échelle assez importante. J'étais presque le caïd du quartier parce qu'ils m'attendaient le soir. On avait tout, des cigarettes, tout. En loisir, on avait que le foot. Le foot, la culture physique, un peu de volley et un peu de boxe. Juste après l'occupation allemande, j'avais 2 amis qui étaient plombiers. Ils m'ont dit, viens, ils m'ont formé un petit peu et à la suite, on a monté une SARL. 18 ans, je ne sais pas. Mais on avait donc un atelier de confection qui était à côté d'où travaillait ma fiancée. On s'occupait beaucoup plus de filles que de travail. Donc cette affaire-là, au bout de même pas un an, tout a disparu. Et c'est là où j'ai connu ma femme, qui passait tous les soirs, tous les matins. J'ai essayé de la draguer, c'était une môme d'abord, hein. Elle avait, je crois, 16 ans à cette époque-là, une môme, dans l'ignorance totale. Alors elle passait, j'ai dit, vous qui passez sans me voir, sans me dire au revoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir. Ah et elle se faufilait. Bon, je pensais que c'était une Italienne, hein, non, ma fiancée.
J'ai dit à mon père, j'ai connu une Italienne. Comment une Italienne? Jamais, m'a dit. Non, il fallait qu'elle soit israélite. J'ai dit, je l'aime, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jamais, m'a dit. Après, enquête, ils ont vu que les parents étaient juifs. Alors là, j'avais le corps. Un jour, elle vient, elle me dit, vous pouvez me faire chauffer ma gabelle? Bien sûr que si, mademoiselle. J'avais un bureau, je lui faisais chauffer la gamelle, mais je pouvais plus, j'étais même pas capable de l'embrasser. C'était aux approches des fêtes de Noël. Et j'ai dit, où c'est que vous allez passer les fêtes de Noël? Elle m'a dit, au casino. Elle m'avait monté. Elle habitait à Mamlif. Et nous voilà embarqués au principe une bonne d'amis au casino. Il y avait tout le monde, mais pas elle. Elle n'est jamais venue. Elle n'est jamais venue parce que ses parents étaient très stricts. J'étais vraiment devenu fou d'elle. Il s'est trouvé que ma tante habitait dans la même ville que sa mère. J'ai dit, écoute, tata, j'aime cette fille, va me demander la main. Pour vivre un jour, Ramona se rêve d'amour. Et après, donc, on s'est fiancés. On est restés 3 ans fiancés. Les premiers temps, les fiançailles, on allait souvent en principe au casino, les dimanches et tout. Mais tous les soirs, on allait en principe à la plage. On passait naturellement sous un ciel étoilé, avec les vaguelettes qui choquaient sur la plage. C'était vraiment le grand amour. Hein. Je disais, écoute, tu sais, tu verras, je ferai de toi une femme millionnaire. Et ma victoire, c'est j'ai tenu mes promesses. De ton parfum, de tes baisers. Les fiançailles consistaient, bon, par exemple, chaque fin de semaine, je mangeais chez eux. On passait des après-midi. Hein? Bon, mais rien d'autre. Hein? Tout, on faisait tout sauf le principal. Ça, il n'y a pas de problème. J'ai dit, putain, qu'est-ce que Dieu fait? Elle m'a dit, je t'en supplie, non, ça va faire un scandale à la maison. J'ai dit, ils me font tellement chier que je vais te mettre en cloque comme ça. Ils seront obligés de m'arrêter. J'ai suivi les consignes pour qu'elle ne soit pas emmerdée. Et elle est rentrée vierge au mariage. Ramona, je pouvais alors me... À mon mariage, qui a mis d'abord du temps, j'étais 3 ans fiancé, je ne voulais pas me marier avant d'avoir tout. Je ne voulais pas de mariage. Et on se marie peut-être qu'une seule fois dans la vie. Je veux le logement, je veux tout. Grand standing, on était une dizaine au maximum. On n'avait même pas d'argent pour aller au photographe. On a fait des photos par un voisin parce qu'on n'avait pas d'argent. Je me suis marié aussi dans le rite juif. Chez nous, le lendemain du mariage, comme en Italie, il y a la mère, les 2 mères, qui rentrent soi-disant pour faire le ménage dans la chambre, pour constater que tout est en règle. Mais c'est que ça ne s'est pas passé le premier soir. Ils étaient affolés, les 2 femmes. Affolés. Oh, je suis pas sauvage quand même, non? Revenez le lendemain. Ah, le lendemain, ils avaient le sourire comme ça. Eh ben, ça y est, vous êtes gâtés, ça va. Bon. Moi, j'ai fait un mariage religieux et malheureux en même temps. Parce que c'était la dèche totale.
Et il fallait que je me marie parce que mes beaux-parents commençaient à s'impatienter. Et ça fait 3 ans que vous êtes là, ensemble, et il faut bien que vous preniez une décision. Mais moi, je ne pouvais pas prendre une décision tant que je n'avais pas de situation. On n'a même pas voulu avoir d'enfants au mariage déjà. Parce que j'avais déjà une idée, je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'il y ait une entrave à mon essor, à mon idéal. Ça veut dire quitter ce putain de pays-là, où je n'avais rien à faire. J'étais marié, j'avais pas de situation, j'avais rien du tout dans un pays pourri. J'ai dit, maman, je peux pas continuer comme ça. Et j'étais déjà marié avec un enfant. Il dit, je vais aller chercher ma pitance ailleurs. Elle m'a dit, mon fils, je ne te refuse pas, que Dieu te garde. Et voilà, je suis parti. Et je ne suis revenu au pays quand elle était décédée. Ma mère a débuté son mariage rue El Gariani, elle est morte rue El Gariani. Je disais, écoute, tu sais, tu verras, je ferai de toi une femme millionnaire et ma victoire, c'est j'ai tenu mes promesses. On est resté en principe 3 ans fiancés. Mais pendant 3 ans, elle travaillait, mais moi, je faisais les 1001 petits métiers sans aucun avenir. Pour vous donner une idée, quand on travaillait là-bas, il y avait ni sécu, ni syndicat, ni rien du tout. Le patron, il vous payait quand il voulait, hein, parce que je ne voulais pas me marier comme ça à la va-vite. Je voulais avoir un chez moi, que je suis arrivé à monter, moi, avec mes propres deniers. Forcément, mes beaux-parents, ça ne leur plaisait pas. Les fiançailles comme ça, longues, ils tenaient à ce que ça soit marié, ce qui n'était pas. Bref, on est arrivé quand même à monter un logement, meublé, tout ce qu'il fallait. Le travail que je faisais, c'était avec le mari d'une cousine, c'est-à-dire presque un larbin. Il avait un commerce de conserve. Et moi, j'étais là, pour faire le ménage, pour le magasinier, le transporteur, tout ce que vous voulez. Et sans aucune, c'est-à-dire on n'avait ni fiche de paye, rien du tout. Ma femme travaillait quand même de temps en temps. Elle a fait la réparation de tenues militaires. Après, elle a été dans une usine où elle fabriquait des rouges à lèvres. Mais elle n'a jamais cessé de travailler. Elle travaillait pas trop aussi. Elle pourvoyait aux besoins de ses parents aussi. On devait, en principe, aller dans un kibbutz. Et quand on a débarqué dans un camp de transit. Alors, dans ce camp de transit, on recevait des gens qui venaient de Tunisie et qui avaient déjà été, en principe, vaccinés. En principe, tous ceux qui sont de naissance israélite, en arrivant là-bas, ils étaient automatiquement israéliens. Et pour être là-bas, il fallait avoir au moins une mère juive. Tous les immigrés passaient la visite médicale. Visite médicale, ils ont trouvé, parce que j'ai embarqué avec ma belle-sœur et mon beau-frère. Ma belle-sœur qui avait déjà un enfant et ma femme qui était enceinte. Les deux étaient enceintes. Ma femme le savait, mais elle ne savait pas qu'elle était enceinte déjà.
Quand ils passaient la visite là-bas, ils ne prenaient que des gens sains. Hein. Il a dit, vous pouvez partir, mais votre sœur, non. Elle est tubarde, il faut qu'elle soigne. Et donc, on ne reçoit pas en principe en Israël des gens malades. Elle devait rentrer chez elle. Et ma femme s'est dit, ah, si ma sœur ne vient pas avec moi, j'y vais pas. Je retourne chez moi avec une fille, sans logement, sans rien du tout. On a été logés pendant quelque temps chez mes parents, mais c'était pas... Michel est né à Marseille. Quand on était à Paris, on a eu des jumeaux. On a débarqué à Paris, c'était le 1er mai. J'ai acheté le François, il y avait une annonce, des annonces en voiture, voilà, on demande plombier. Je me suis présenté, j'ai été accepté, j'ai travaillé 11 ans dans cette boîte-là. J'ai grimpé tous les échelons pour être un chef de chantier. C'est-à-dire que j'allais plus sur les chantiers, mais plutôt pour vérifier, pour prendre les mesures, établir des devis. C'était en principe la consécration. J'étais donc marié et on a passé 6 ou 7 ans à l'hôtel. J'étais chez mes parents pendant ce temps-là. Alors j'ai dit, il faudrait quand même que je trouve quelque chose pour les accueillir. Et ils sont venus et on a habité l'hôtel pendant ce temps-là. Il y avait une mésentente entre le directeur et mon patron. Et un jour, je vois quelqu'un débarquer, il me présente, voilà, je te présente le collègue qui va t'aider. J'ai dit, comment vous ne m'avez pas promis? Ah, il me dit, oui, j'ai dit, bon, alors, s'il vous plaît, demain matin, vous me préparez mon compte, on n'en parle plus. La société, c'était la Semidep qui nous louait. J'ai eu un jour, en principe, le culot, j'ai dit, écoutez, moi, je peux, si vous voulez, m'occuper de l'entretien de vos immeubles. Ah, il m'a dit, oui, pas de problème. Et j'ai commencé à travailler avec eux. J'ai dit, entreprise Zarka, qu'est-ce que ça va passer chez eux? C'est des étrangers, c'est... J'ai dit Mazar. Mazar, c'était un nom propre. J'ai pris Marek et Zarka, Mazar. Et j'ai commencé à travailler. Alors, un téléphone à la maison, ma femme était à la maison, et elle prenait naturellement, en principe, les communications. Et j'ai travaillé, j'ai jamais cessé de travailler. Jamais. On s'est trouvé avec un... il y avait au moins 1200 logements. Hein. Tous les travaux de plomberie, zinguerie, un chauffage central, je ne vous dis pas, hein, les boulots avec les connaissances qu'on avait. Par contrat, on passait tous les 3 mois dans tous les logements qu'ils avaient, et pour réparer les fuites. Je suis arrivé en principe à avoir 12 employés. 12 employés et on a gagné énormément de pognon. Énormément de pognon. Ma femme, en principe, c'était une femme de finance quand même. Elle avait donc, à cette époque-là, elle avait 400 000 francs en 1952. Quand on a eu le logement, tout de suite, Galerie Lafayette, les meubles, les maths.
Moi, j'avais mon atelier, mon bureau au Lilas. Et mon magasin de vente était sur Paris. J'avais donc en principe une fille qui était là. Ma femme qui était d'une jalousie avec sa serpillère, elle m'a dit, tu me la vires et moi je prends sa place. Parce qu'elle s'est dit, les enfants étaient partis, fiancés ou mariés, qu'est-ce que je vais foutre là, hein? Je prends sa place. Mais c'était catastrophique. Mari et femme dans la même boîte, catastrophique. Je ne pouvais pas lui donner l'ordre, quelqu'un. Si ça lui plaisait, elle me dit, bon, allez, je te ferme la porte et je m'en vais. Elle la ferme, elle la claque. Ma femme, il ne fallait pas que je danse avec quelqu'un d'autre. Des fois, on rencontrait des femmes qui dans des contacts et tout. J'étais obligé de ne pas les saluer. Parce que sans ça, ils m'auraient fait une salade. Alors, oui, mais quand tu danses, pourquoi que tu sers de trop un peu? Et comment ça se fait qu'elle te salue, cette femme-là, tu la connais? Mais je l'ai vu parmi mes contacts. Et c'est ça, elle ne m'a jamais laissé un trou de souris là. L'évolution de tous les couples avec des hauts, des bas, des bons jours, des mauvais jours. On n'avait rien inventé, quoi. Hein? Non, on était même arrivé en principe à aller voir, je dis, un psy et tout, pour essayer de voir s'il n'y a pas de progression possible parce que vous êtes deux monstres de têtus. Alors continuez comme ça tant que vous le pouvez. Et on a continué comme ça. Mais alors, on s'éloignait, on se retrouvait. On n'a jamais atteint le stade maximal. Hein. Rôle de père, aux heures de repas, les week-ends, ni bon ni mauvais, le père j'étais. Ça veut dire gardien de la troupe pour que tout se passe bien. Essayer de faire mieux, éviter le pire. Mon rôle de père. Leur donner les outils pour se défendre dans la vie, et c'était là mon but. Et ma femme leur transmettait tout ce qu'il y a de bien à transmettre à un enfant. Avec ma femme, on a fait ce qu'on a pu, et donc pour un résultat qui était plus que notable. Elle avait fait son travail beaucoup plus que moi. Et moi, dans ce truc-là, j'avais déjà remporté une très belle victoire sur moi-même. Je suis arrivé à lui donner tout ce que je lui avais promis. Les voyages, les soirées, Elle a eu une vie épatante, épatante. J'avais une femme épatante, une star de cinéma, qui s'est révélée vraiment une fine financière. Moi, je savais gagner de l'argent, mais je ne savais pas le garder. Et elle m'a dit, le pognon, maintenant, c'est moi qui dirige. On avait 38 millions en banque, en 1960. 38 millions. Bon. De temps en temps, elle me dit, bon, tu vas passer à la banque pour signer. Elle me dit, tu signes. Bon, une fois que j'ai signé, allez, tu peux partir maintenant. Bon, elle a acheté des actions, l'assurance vie, elle avait tout. Elle était bien conseillée. Elle était là où elle allait, vraiment, c'était la vedette, elle était très sympa et tout. Nous, avec les amis et tout, c'était un couple, on était un couple de clowns. Le bout en train. Par mon boulot, j'étais en contact avec des familles aisées, la gentry là-bas.
Et on était, de ce fait, toujours invités à une vie magnifique. On n'était pas habitués, chez nous en Tunisie, à acheter des appartements. Et c'est vrai, c'est la seule bêtise, une grosse, que je ne me suis pas lancé dans ces affaires. J'avais ma belle-sœur, la sœur de celle qui était malade, qui avait une affaire commerciale ici à Nîmes. Et on venait tous les ans, Palavas, on louait. Je venais des fois, en principe au week-end, je prenais l'avion pour passer le week-end. Et c'était un petit peu déjà la révolution, hein, où les jeunes avaient droit. Et je leur ai laissé faire, mais en surveillant. Hein. Et ils n'ont jamais fait de bêtises, de conneries, jamais. Alors le premier à partir de la maison, c'était Jean-Claude. C'était un petit peu le routard. Voyager. Un jour, il a été en Israël, il est revenu avec une barbe. Bref, il a fait sa vie. Dolores, c'était pendant 1 an ou 2, un travail à l'usure, le téléphone, combien de fois je l'ai foutu dehors, combien, rien. Elle me dit, bon, d'accord, je ne verrai plus votre fille. Je descends putain en voiture, je les vois dans le coin. Ah, non. Je ne pouvais pas voir, en principe, ma fille dans les bras de quelqu'un en train de s'embrasser. Michou, un soir, elle m'a dit, papa, écoute, tu as un truc à choisir. Ou tu perds ton amour-propre, ou tu perds ta fille. Sacré dilemme. J'ai opté, et c'est un mariage qui n'a jamais bien fonctionné. Elle a eu David avec ce garçon-là. Ils ont divorcé. Les enfants, s'ils ont décidé à fonder un foyer avec un être qu'ils aimaient, c'était l'essentiel. C'est pas moi qui vais, c'est elle qui veut. Mon but, c'était qu'elle soit heureuse ou heureux. Michou, elle s'est faite toute seule. C'est elle qui est allée se démerder une fois qu'elle a eu son bac. Michel, elle était avec un gars qui travaille dans l'aviation comme steward. Et qui est, un jour, il est parti. 1 heure après, elle voyait les gendarmes frapper à sa porte. Il s'était pris un lampadaire, et c'est comme ça qu'elle s'est trouvée veuve. Du coup, elle a connu le père de Sandra du fait qu'elle, Michou, était directrice de la garderie au Lila, et lui s'occupait, je ne sais pas quoi. Bref, ils se sont connus, ils se sont mariés. Et elle a eu Sandra. I'll walk with you today. And you radiate with a love that you never did ask of me. Il a eu le cancer de je ne sais pas quoi. Elle a passé une très sale épreuve. La naissance de David en 1974. Un certain honneur, quoi, de dire j'ai mon petit-fils. On est compte, en principe, avoir un petit-fils. Avant d'avoir un petit-fils, il y a tellement de chemin à parcourir.
a toujours été intéressé par lui et lui par nous. Hein. Mon rôle avec eux, je ne suis pas ni un grand-père ni un père, c'est des rapports amicaux. Avec David, où on parle de femmes, on parle de... Il n'y a pas de barrage. Hein. Et d'ailleurs, il m'appelle par mon prénom, hein, pas papy ou papa. Non, 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 non. Liberté totale. Le seul truc que mes enfants soient heureux avec leur mari. Peu importe sa nationalité, peu importe sa religion. On a habité Paris pendant 45 ans. Les amis commençaient à vivre comme moi, ils partaient. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'étais à la retraite. Ma femme aimait bien son frangin qui était déjà là. Elle m'a dit, viens, tu vois, ici maintenant, on commence à perdre les amis, on vieillit. Alors j'ai dit, allons-y. Et on a passé 16 ans quand même à Montpellier. C'était pas mal, on a fait partie d'une association de retraités, des voyages, pas mal du tout. Nous, on a visité avec ma femme, c'est vrai. On a visité le kibbutz où on devait passer l'autre vie là-bas. La plus grande perte à ce jour, c'est ma femme déjà. Elle n'a pas eu de maladie, elle était en excellente santé. Bon, forcément, elle commençait à vieillir. Mais un jour, elle devait aller à la poste pour prendre des sous. On devait aller en Tunisie avec les 3 enfants pour leur montrer là où je vécu. Et elle est arrivée à la poste, tac, elle est tombée. Je ne l'ai plus revue. J'ai l'impression de l'avoir laissé tomber, parce que dans un cas comme ça, j'aurais pu au moins, je sais pas, la relever, lui dire, mais c'était fini. On n'a jamais pu, rien ne prévoyait ça. Le chirurgien m'a téléphoné, m'a dit, vous savez, il n'y a rien à faire. Dès qu'elle était tombée à terre, elle ne faisait plus partie de ce monde. Elle n'avait pas peur de la mort, elle a dit, j'ai pas peur de la mort. J'ai vécu pendant quelques années à Montpellier, j'avais une femme de ménage, j'avais mon fils qui habitait, on se voyait tous les jours, mais à la fin, les amis disparaissaient, ils étaient vieux, ils étaient aussi mal foutus que moi. Donc, ma présence à Montpellier devenait impossible. Et c'est là que les enfants m'ont trouvé ça, ce qui n'était pas ma tasse de thé. Hein. Aujourd'hui, en principe ici, j'écris beaucoup. Je lis beaucoup. Le matin, on va prendre le café, tous les jours, on va prendre le café. Bon, quand il y a des événements dans la famille, je suis toujours là. Et je suis bien entouré. Hein. C'est-à-dire, ils viennent me faire la cuisine. Je ne touche à rien. Hein. J'ai 2 filles splendides. Hein. Et les petits-enfants, pareil. Hein. J'ai un va-et-vient ici, les enfants, les petits-enfants, maintenant les arrière-petits-enfants. Que demander le plus? Remember the second sun 2 days and the timelessness we'd made. I'll always remember the soles of your feet. I follow them through the land of you and me.
Anna. Commence tout doucement. Voilà, elle chante. On entend que la Salut, papy. comme le cœur d'un petit enfant, je ce rythme-là. Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez tous batiba. Noël. Ah, pardon, allez faire. Bravo, Tito. Il descendra. Mais Anna, elle la connaît, elle a son livre aussi. Ah ouais? Les garçons doivent aller se coucher. Tes yeux se voient à l'heure. Tous les étoiles à l'heure. Tout est calme, reposé. Entendu les clochettes tintinables. Je fais deux Au jour de l'an. Le 31. c'est top secret. Ah, top secret. Ah. Top secret. Ça rencard avec qui? Quel étage? Normalement, ça serait bien. Troisième, quatrième. Quatrième. Quatrième, bel étage chez toi. Alors attends, tu nous donnes des trucs. Voilà. Quatrième au rez-de-chaussée. Quatrième pour rez-de-chaussée. Anna l'abbé. La fée, regarde. Il y a une. Vraiment, maman, vraiment, maman. Bah, réussite, j'ai eu une vie assez passionnante. Forcément des mauvais moments, enfin des décès, mais je ne regrette rien. J'ai une très belle vie. Le début de ma carrière, enfin, juste après ma naissance, c'était catastrophique. Et j'ai réussi en principe à remonter le cours et réussir ce que je voulais faire. حتى قابلت ليلة البدور هي فني وهي غرامي يا انا سهمت وعملت رحلة